Voilà, comme je le disais, Communautaire Pamoja, c'est une communauté d'apprentissage, de collaboration et d'innovation technologique. Les objectifs de Communautaire Pamoja, c'est de rendre la technologie accessible à tous, en particulier l'IA, le big data et la science des données. Ce que Communautaire Pamoja offre, une fois de plus, c'est une plateforme sociale et scientifique. C'est des formations avec le webinaire, les ateliers, les ressources pédagogiques. Il y a le mentorat, les réseautages et projets collaboratifs entre les gens qui sont intéressés dans l'IA et un espace inclusif où les gens peuvent interagir. Alors, pour plus d'informations comme d'habitude, je pense que le lien sera envoyé dans le chat. Vous pouvez consulter les sites et vous verrez toutes les informations liées à Commenter Pamoja. Sans plus tarder, on a largement dépassé le temps. Je vais présenter la personne ou la personne qui va présenter en fait, qui va présenter ce soir dans le webinaire de ce soir. Il s'agit de Monsieur Enoch Makumu Mboko, qui est senior Big Data et IA Engineer chez Database au Sénégal, à Dakar. Il est aussi un des cofondateurs de Communautaire Pamoja. Mais avant cela, il a obtenu sa licence en informatique à l'Université de Kinshasa, où il a été assistant en mathématiques et informatique pendant 4 ans. Hormis ça, il a obtenu des masters de Big Data et de Machine Intelligence à l'Institut africain des sciences mathématiques, EMS, au Sénégal. Et actuellement, il se spécialise dans le conseil en data engineering et l'IA. Il travaille sur des projets liés au modèle de langage de grande taille, au système multimodaux et aux chatbots, afin d'aider les entreprises à exploiter les données de l'IA pour optimiser leurs processus et prendre des décisions stratégiques. C'est un expert, donc pour toute chose, vous allez l'approcher. Mais bon, je laisse la parole à M. Enoch qui va présenter. Tu l'as dit, Billy. J'ai déjà vu. Oui, Alors, bonsoir à tous. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Ok, bonsoir à tous. Comme l'a dit Arnaud, merci Arnaud déjà pour la parole et merci à tous aussi pour votre présence. Nous avons commencé en retard. On va aller euh, un peu, bon, pas rapidement, mais essayer de pouvoir jouer sur l'air. Alors, la présentation d'aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui, nous allons parler sur l'initiation à Python pour l'intelligence artificielle. Là, vous voyez, j'avais déjà lancé Anaconda qui est une application qu'on appelle distributeur, justement parce qu'il regroupe beaucoup des outils intégrés pour faire de l'IA, l'analyse de données et plein d'autres choses. Alors, je vais fermer ça et puis reprendre au débit pour vous montrer comment ça marche. Là, je suis là, je vais prendre Anaconda. J'ai beaucoup d'applications, mais bon, ça est là, rapidement. On va cliquer sur Anaconda. Anaconda va s'ouvrir. Et là, il y a beaucoup d'éditeurs qu'on peut utiliser, de Python, tout ça. Il y a Spider, il y a Notebook, il y a aussi VS Code. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser Notebook. C'est c'est- c'est- c'est vraiment beaucoup plus clair dans les cadres de compréhension. Et là, dans cette application, cette application Anaconda, vous avez quelques options qui sont aussi utiles. Par exemple, ici, environnement, vous pouvez créer vos environnements, hein, les environnements virtuels. Peut-être on en aura le temps d'en parler dans la présentation. Et puis, vous pouvez aussi apprendre certains outils ici à partir de Learning. Et puis, vous pouvez aussi consulter la communauté d'Anaconda. Mais on va aller rapidement ici avec Jupyter. Et là, je vais lancer. À partir d'ici, vous pouvez aussi voir les applications, hein. Si vous avez des applications qui sont déjà installées, par exemple ici.
Là, ce sont les applications qui sont installées à Anaconda. Et là, ce sont les applications qui sont, par exemple, non installées. Mais tu peux aussi installer, hein, si tu veux utiliser d'autres applications en dehors de ce que nous allons utiliser aujourd'hui. Eh bien, merci. On lance Notebook. Voilà. Notre notebook est lancé. Nous allons sélectionner les fichiers d'aujourd'hui, les bases sur Python. Je crois que j'ai mis ça ici dans Desktop. Congotec Pamoja. Voilà. Et puis là, nous avons les... OK. Et là, nous allons commencer notre webinaire. Je tiens à signaler que ce webinaire, c'est juste la première partie. Il y aura une deuxième partie qui va compléter parce qu'on ne peut pas faire quand même toutes les bases, soit initiation Python dans 1 heure 30 minutes. C'est pratiquement impossible. C'est pourquoi nous avons scindé les webinaires. On commence une partie qui va globalement parler des bases de Python. L'objectif, en fait, c'est faire découvrir les bases de Python à tout le monde et surtout les débutants et aussi vous préparer à l'utilisation de bibliothèques de machine learning. Alors, je voudrais que les webinaires puissent quand même être interactifs. Je voudrais demander à l'audience, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais consulté ou soit qui n'ont jamais appris Python ou soit qui n'ont jamais entendu parler de Python ou bien peut-être aussi il y a des experts déjà. J'aimerais bien vous entendre au niveau des chats pour voir en fait combien des gens qui sont vraiment motivés à suivre aujourd'hui. S'il vous plaît, si vous pouvez écrire sur les chats si votre niveau avec Python ou même si vous n'avez jamais entendu parler de ça, juste laissez un petit message. Ça va me permettre aussi à bien équilibrer la séance pour voir. Ok, je vois Aguicha très avancé. C'est bien, on a des experts ici. Ok, s'il vous plaît, réagissez rapidement dans les chats. Nous allons voir. Ah, intermédiaire, ça, super, super. On voit les gens qui ont des niveaux intermédiaires. Medium, ok. Ok, avancé. Oh, mais on a affaire à des experts ici, hein. Je ne sais pas s'il y a des débutants, les novices, ça serait quand même intéressant. Ah, débutantes, ok, ça c'est super. Donc, je pense que ces webinaires vraiment va beaucoup te plaire parce qu'on va toucher les éléments beaucoup plus basiques. Ok, merci. Merci quand même à vos différentes réactions. Euh, on va quand même avancer. Débutant. Oh, ok, super, super, super. Merci. Merci Dolan Diouf. Merci à Jacques Archange, Michael, Joël. Merci. Merci à vous. On va pouvoir débuter maintenant. Les sommaires de webinaire d'aujourd'hui, notre quatrième session, je rappelle déjà, ce webinaire fait partie de notre programme de Congo Tech Pamoja. Nous sommes à la quatrième session du programme qu'on appelle Webinaire Hebdo. En fait, nous organisons des séances pareilles chaque semaine. Au sommaire, aujourd'hui, nous allons parler de l'introduction à Python. Ça veut dire on va découvrir ces langages et pourquoi il est utilisé, bien évidemment. On va parler sur le type des variables, c'est-à-dire comment stocker et manipuler des données. On va parler sur les méthodes inbuilt, ça veut dire justement les méthodes qui sont intégrées à Python, les fonctions déjà prêtes dans Python. On va parler des opérateurs, faire des opérateurs en fait, qui nous permettent de faire des calculs des comparaisons, des conditions, tout consort. On va essayer aussi de parler sur les structures des données pour pouvoir voir comment est-ce qu'on va organiser, ranger les informations. On va aussi parler des structures des données, pardon, structures de contrôle. Là, nous verrons comment diriger le déroulement du programme. Et puis, nous allons parler aussi des fonctions. Fonction, ça veut dire créer des blocs de code réutilisables. Je vais en parler. On va aussi parler bon, malheureusement, en programmation orientée objet.
On va pas vraiment parler de ça avec les DevTools parce que cette notion, en fait, est prévue dans un autre programme que nous allons probablement aussi lancer dans les jours à venir. C'est le programme de Bootcamp. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, le bootcamp, en fait, c'est une formation intensive et immersive qui permet d'acquérir rapidement des compétences techniques et professionnelles. Alors, c'est pourquoi même nous avons commencé avec ces webinaires d'initiation pour vous préparer dans ce genre de programme parce que là, nous allons survoler en fait les bases. On ne va pas vraiment entrer en détail comme aujourd'hui. Alors, les DevTools, c'est aussi très important pour ceux qui font déjà de la programmation. Vous savez, les bases que nous allons faire aujourd'hui, ça ne suffit pas seulement pour pouvoir vraiment faire des applications vraiment complètes, mais c'est très utile parce que c'est vraiment le premier pas qu'on va faire aujourd'hui. Mais les DevTools, en fait, nous allons essayer d'en parler aussi dans ce programme de Bootcamp. En fait, là, nous parlerons en détail de variables d'environnement, des environnements virtuels, les guides. On va expliquer c'est quoi les guides. On va aussi expliquer sur les API, comment ça fonctionne, tout comme ça. Et l'ensemble de tous ces outils, nous allons pouvoir les aborder dans le programme Bootcamp. Alors, les librairies scientifiques également, je ne vais pas aborder. Ici, malheureusement, ça fait partie aussi des notions que nous allons aborder dans le bootcamp et aussi dans la partie 2 de ces webinaires, qui sera vraiment axée sur les outils pour la date. Et il y a sur les librairies le package comme NumPy et Pandas, je crois, la semaine prochaine probablement. Ça va venir. Alors, mais nous allons quand même faire quelques exercices pratiques pour aider, pour s'entraider, en fait, pour s'entraîner aussi avec le projet simple pour comprendre les fondements des bases Python. Alors, pour commencer, astuce, j'allais partager avec vous. Vous savez, c'est quand même, c'est quand même l'astuce d'apprentissage pour mieux comprendre le langage de programmation. Si vous voulez bien comprendre un langage de programmation comme Python par exemple, en tout cas, il ne faut pas vous bloquer sur les mots compliqués. Imaginez, imaginez que vous donnez des instructions simples à une machine. Faites-vous cette imagination. C'est comme si vous étiez en train de donner les instructions simples à une machine. Et aussi, vous savez, expliquer une recette de cuisine. La programmation, en fait, ça peut aussi s'expliquer comme une recette de cuisine. Si vous avez déjà fait la cuisine, ça veut dire que vous avez déjà la logique de la programmation. C'est presque 80% de la programmation, de la logique de programmation. C'est cette image ici qui explique un peu tout parce que donc si on considère par exemple la programmation comme une cuisine, hein, c'est-à-dire les données sont les ingrédients. Vous voyez les ingrédients que vous voyez à côté dans cette image peuvent représenter les données. Alors, les instructions sont la recette. Vous voyez, il y a données et instructions. Alors, les instructions sont la recette. Alors, Python nous aide à ranger les ingrédients. Tu vois, le fait de ranger les ingrédients, nous évoquons déjà les variables, les listes et les structures de données, puis à suivre les étapes de la recette. Quand vous arrangez les ingrédients, au fait, vous essayez de les structurer dans quelques structures de données que nous allons voir. Et puis, par la suite, si vous suivez les étapes de la recette pour pouvoir mélanger les choses, au fait, voir comment est-ce qu'on peut combiner au fait, les œufs que vous voyez là avec d'autres trucs pour donner au fait l'omelette, sachez-les que vous donnez déjà les instructions à travers les structures de contrôle et les opérations pour donner, au fait, pour obtenir les plats finaux. Je voudrais aussi signaler quelque chose, que la maîtrise des bases de Python vous ouvre la voie vers la création de vos propres applications en intelligence artificielle. Ça veut dire, si vous maîtrisez ce que nous allons faire aujourd'hui, vous avez déjà amorcer un pas très capital, très essentiel, très important pour pouvoir créer vos propres applications
en intelligence artificielle. En effet, en fait, Python dispose vraiment d'un écosystème très large de frameworks, de packages et de modules qui sont conçus pour vous accompagner dans le développement et les solutions IA. Alors, ici, là, vous avez quelques exemples, hein. On ne va pas les aborder, mais nous en parlerons bien évidemment dans nos programmes de bootcamp et les autres programmes à venir. On va vous parler en détail des packages, par exemple, scikit-learn. Ça vous permet de pouvoir utiliser les algorithmes de machine learning, les algorithmes de l'intelligence artificielle déjà implémentés. Vous n'avez pas besoin de pouvoir les implémenter from scratch, comme on dit en anglais, à partir des débits, mais les algorithmes sont déjà prêts et puis vous allez juste les utiliser. Vous allez pouvoir aussi utiliser les back-ends en programmation. Pour les gens qui sont déjà avancés, ils savent. Les back-ends et les front-ends, en fait, ça fait partie des concepts très génériques dans la programmation. Les front-ends, en fait, tout ce que l'utilisateur voit et tout ce qu'il fait au niveau des front-ends, tout ce qui est caché en arrière, c'est ça qu'on appelle les back-ends. La gestion des API, tout consort. Il y a des outils aussi, Python, qui peuvent vous accompagner à bien mettre en place votre structure, votre système back-end. Même pour déployer vos modèles. Vous savez, aujourd'hui, on va utiliser les notebooks, mais seul le notebook ne suffit pas pour pouvoir mettre en production votre modèle. Ça veut dire qu'on peut bien construire un modèle ici au niveau des notebooks, mais si vous voulez que d'autres personnes puissent l'utiliser, vous n'allez plus utiliser les notebooks. Il y a d'autres procédés à faire, mais Python va toujours vous accompagner aussi parce qu'il y a aussi de frameworks qui vous aident à pouvoir mettre en production vos modèles tels que Streamlit ou bien Flask. Alors, même pour créer des applications qu'on appelle aujourd'hui les LLM, comme les GPT, en fait, c'est le modèle, c'est le moteur qui tourne derrière ChatGPT, parce que ChatGPT, c'est juste une application commerciale de OpenAI. Alors, derrière, il y a un modèle qu'on appelle LLM, GPT, pour utiliser ce genre de modèles dans vos propres applications, créer des agents, créer des systèmes RAG, créer tout ça, des chatbots. Il y a des librairies Python, il y a des frameworks Python qui peuvent aussi vous accompagner dans ce contexte. Par exemple, vous avez la LangChain, LambDX, LangGraph, ce sont des trucs qui ont été développés avec Python. Et les outils qui sont là, ça vous aide bien évidemment à orchestrer les applications, mais si vous avez les bases de Python, vous allez vous sentir très à l'aise parce que tout va aller calmement. Alors, parlons alors de l'introduction de Python. Entrons dans les vifs du sujet pour le webinaire d'aujourd'hui. Alors, Python, c'est quoi d'abord? Il faut savoir que Python, c'est un langage de programmation simple. Hein. Python est simple, il est lisible. Euh, Vous allez le constater avec moi, il est vraiment lisible. Les codes sont vraiment simples et puis il est puissant, malgré sa simplicité, mais il est très puissant. Python a été créé par Van, c'est un Néerlandais, et c'est lui qui a mis en place Python pour la première fois vers les années 1991. Alors, Van, il nous a simplifié ces langages avec des syntaxes simples, lisibles. Mais les gens l'utilisent aujourd'hui dans l'IA justement à cause de ça, du fait il présente la syntaxe vraiment simple et lisible. Et aussi, il y a vraiment un écosystème large de packages que les gens ont développé comme scikit-learn que je viens de vous montrer. Il y a des gens qui développent des packages qui peuvent nous simplifier la tâche. Au lieu de pouvoir coder des choses, à partir des débits, vous allez juste faire appel à ces packages et utiliser les outils qui sont implémentés à l'intérieur de ces packages. Alors, il y en a plein. Alors, la communauté également est très active. Quand on parle de la communauté, en fait, il faut savoir que si vous avez, par exemple, des bugs, des soucis lors de la programmation, si vous voulez, si vous êtes en train de travailler sur vos applications Python, tout ça, vous pouvez facilement consulter des applications et quoi, des communautés, j'allais dire, où les gens exposent les problèmes et puis vous allez facilement aussi trouver des solutions là-bas qui peuvent vous décanter, vous aider à évoluer. Alors, cette communauté de Python est très active et vous allez trouver ça facilement.
et rapidement. Alors, du fait qu'il est aussi open source, c'est ce qui fait aussi qu'il soit aussi beaucoup plus aimé, voilà, exploité par un grand public de gens qui travaillent dans l'IA. Alors, on dit que Python, c'est un langage qui est interprété, bien évidemment, parce que les codes sont exécutés ligne par ligne. Alors, ligne par un interpréteur Python. Nous allons d'ailleurs voir ça très bien ici avec Notebook, parce qu'on va essayer d'implémenter, faire des codes ligne par ligne. Alors, dans la programmation, quand on parle de la programmation, il y a une notion qui intervient très généralement au début déjà. Comme on parle des bases, c'est la notion sur les variables. Alors, en Python, il faut savoir qu'une variable, c'est comme une petite boîte dans laquelle tu ranges une information. Si vous faites allusion à, à cette analogie de la cuisine, c'est en fait l'ingrédient, donc c'est en fait les ingrédients que vous avez là, en fait, pour pouvoir utiliser pour faire votre cuisine. Alors, cette boîte stocke les informations. Alors, pour bien ranger les informations, il faudrait savoir au moins les types des informations dont vous voulez ranger. En Python, il y a ce qu'on appelle les types primitifs, les types de bases. Nous avons les int qui veut dire justement les nombres. Si vous avez des nombres, il faut savoir que la variable qui va gérer les nombres, ça aura ce type-là int. C'est en anglais integer. Alors, le format le format, les short forms, c'est int. Alors, vous avez les floats, qui sont les nombres avec virgule. Vous avez les strings, et puis qui sont des textes. Vous avez des booles, des variables qui peuvent nous donner des variables, des valeurs, en fait, des possibilités, des valeurs, soit true, soit false, soit vrai, soit faux. Voilà, c'est ça en français. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir essayer, par exemple ici, on va essayer de pouvoir faire voir comment est-ce qu'on peut déclarer une variable ici en Python. Pour déclarer une variable en Python, c'est comme je vous ai dit, variable entière par exemple, on, on l'affecte juste une valeur. On dit la déclaration en Python est implicite. Ça veut dire tu n'es pas obligé d'expliciter les types de la variable. Il suffit juste de l'affecter une valeur et puis il prend le type de cette valeur. Ça, c'est un nombre. Je l'ai affecté ici. Directement, cette variable devient un entier. Donc, tout ce qui est ici à gauche, on appelle ça variable et tout ce qui est ici, on appelle ça valeur. Et ça, le fait de dire entier égale 10, ça veut dire j'affecte à cette variable la valeur 10. Pour mieux comprendre, vous savez, si je fais juste entier ici, voilà, ça me retourne 10. C'est ça, la déclaration et l'affectation directement, parce qu'on parle de l'affectation implicite. Et c'est de la même façon qu'on peut aussi faire avec, par exemple, le flottant. On donne, par exemple, un trait comme ça. On dit, par exemple, bon, ça, c'est une valeur décimale. Je peux dire ça, par exemple, les textes, les strings, je peux dire ici hello. Et si vous comprenez directement, vous allez voir que je suis en train de déclarer directement les variables. Et là, c'est true. OK. Alors, aussi, euh, nous pouvons aussi comment dirais-je, convertir ces variables. Ça veut dire une variable, mais avant d'abord de convertir, je vais d'abord vous montrer les différents types de, de, de ces variables. Cette fonction-là, je vais vous expliquer. D'ailleurs, c'est le point suivant. Quand on dit print en Python, justement, c'est une instruction qui nous permet à afficher, hein. J'affiche d'abord la première
variable, je crois que j'ai mal écrit la variable, c'est entier, ce n'est pas entrée, c'est entier, comme ça, entier. Voilà, ça me donne 10. Alors, l'instruction print, là, je peux l'utiliser pour afficher aussi toutes les variables que nous avons. Mais avant de mettre ça aussi, je voudrais vous montrer cette fonction-là. Ce sont des fonctions prédéfinies dans Python qui vous permet juste de voir les types de la variable déclarée. Par exemple, quand je fais ici type, là, ça devient entier. Vous voyez? Donc ça, c'est l'entier. Pour vérifier que c'est l'entier, j'utilise ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais utiliser ensemble cette variable print et entier. Pour voir aussi les autres variables, là, vous avez entier. On peut juste mettre virgule comme ça pour afficher aussi les autres variables. C'est pas un crime. Je vais mettre aussi les textes. Je mets les textes et puis je mets l'autre type, c'était quoi encore? Boule là, c'est comme ça. OK. Texte, il n'y a pas et ici. OK. Là, vous voyez, on me dit que non. Là, c'est la classe entier. Là, c'est type float. Là, c'est string. Et là, c'est boolean. Super. Alors, là, c'est que nous avons, là, nous allons parler des méthodes intégrées. C'est-à-dire, Python possède plusieurs fonctions natives. Vous n'avez pas besoin de pouvoir les coder ou quoi que ce soit parce qu'il est là déjà. Il a été déjà codé pour nous. On va juste les utiliser comme les cas de print et type. Mais on va aussi voir quelques exemples pour les autres variables. Alors, là, par exemple, je vais faire ceci. J'ai dit, je déclare une variable qui s'appelle non. Non égale Franck. Vous voyez. Et puis là, je dis par exemple âge. Âge égale 100. Je dis ici nombre. Nombre égale, regardez ce que je vais faire. J'ai fait int. Int, ça fait partie aussi. Ça fait partie aussi des fonctions qui sont prédéfinies, mais ça aide à pouvoir convertir une chaîne de caractères. Par exemple, donc regardez bien, quand je mets ça, les 100 là, il ne faut pas voir ça comme un nombre, hein. Quand vous voyez entre guillemets, ce n'est pas un nombre, c'est les types entiers, comme ici. Alors, les 100 qui est à l'intérieur, ce n'est pas, ici, il n'est pas un nombre, mais il peut devenir un nombre si on fait la conversion. Faites comment? Si je fais juste int âge, par exemple, comme ça. Et là, ça devient un nombre. Par exemple, pour bien comprendre, je vais imprimer les types. Si j'imprime les types des âges et les types de nombres, vous allez comprendre que ils ont des mêmes valeurs, mais qui n'ont pas les mêmes types. Parce que là, il est considéré comme un string, une chaîne de caractères, et là, il est considéré comme un entier parce qu'il a été converti à travers cette fonction-là de base de Python int. Voilà, si je fais ça, vous voyez, ça c'est string, ça c'est int. Alors, tout comme aussi, on peut aussi faire avec d'autres variables. Il y a, il y a, il y a d'autres méthodes aussi qu'on peut utiliser. Là, par exemple, learn. Learn qui veut dire justement faire la taille, voir la taille de votre chaîne de caractères. Là, par exemple, je vais voir la taille des noms avec learn. Si je fais ça, il me dit que c'est 6. C'est 6 pourquoi? Parce que les mots là ont 6 caractères. Quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez? C'est comme ça que on peut utiliser toutes ces fonctions-là. Par exemple, je peux aussi comprendre une fonction. Si je vais chercher à comprendre comment est-ce que je vais utiliser une fonction, il y a aussi une fonction prédéfinie qu'on appelle help, qui veut dire justement aide. Ça va nous aider à comprendre une fonction. Par exemple, là, je vais par exemple comprendre
comment je peux utiliser cette fonction-là SUM. Alors, il suffit juste de faire help, et puis vous mettez le nom de la fonction. Là, par exemple, on met simple. Vous voyez, là, il m'explique, il me dit que non, voilà, tu peux retourner cette fonction-là, il te retourne la somme, tu vois, la somme de valeurs pour une structure, de données. Par exemple, si je vais vous parler de ça rapidement dans, dans les points qui suivent, mais là, on peut peut-être savoir un peu ce que ça fait. Euh, Par exemple, si posons une liste, je ne vous ai pas parlé des listes, mais ne vous en faites pas, on va parler de ça. Mais je vais juste tester cette fonction-là. Là, j'ai une liste, mais si j'utilise la fonction somme là, il fait en fait la somme de tout ce qui est à l'intérieur. Et il vous donne la somme, c'est 12. Parce que quand vous prenez la somme de tous les nombres qui sont à l'intérieur, ça fait 12. Alors, c'est comme ça qu'il faut utiliser les fonctions. Même min qui veut dire juste minimum. Ça veut dire, si vous avez une liste comme ça, il peut vous renvoyer la valeur minimale de cette liste-là. Ouf, vous avez 2. Là, il y a 2, il y a 4, il y a 6, mais là, il nous renvoie 2. Alors, nous allons parler rapidement des opérateurs. Les opérateurs, en fait, servent à faire des calculs ou des comparaisons, des trucs comme ça. Et puis, voilà, et dans la famille de ces comparateurs, nous avons ce qu'on appelle les comparateurs de comparaison. Ouais, nous avons le comparateur de comparaison, c'est ça, vous pouvez comparer si deux variables sont égales ou bien si il y a la différence ou soit si une variable est supérieure à l'autre, ainsi de suite. Il y a aussi des opérateurs logiques. Il y a aussi des opérateurs logiques. Là, ça nous aide justement on les utilise justement pour pouvoir combiner plusieurs conditions. Par exemple, dans la programmation ici à Python, il y a AND, il y a OR, il y a NAT. Avec Python, en fait, comme je vous ai dit que sa syntaxe est lisible parce que c'est vraiment proche des liméens. Vous voyez, juste AND là qui veut dire et c'est comme ça qu'on peut aussi utiliser cet opérateur logique pour dire un objet A et l'objet B, on peut voir cette liaison logique entre ces deux variables, mais tout en utilisant vraiment des syntaxes proches au langage humain. Nous avons aussi des opérateurs arithmétiques pour faire des calculs, le plus, le moins, tout comme ça. Alors, il faut savoir, ça sont des opérateurs, mais si on les utilise, et là, ça devient maintenant les opérations. Donc, nous effectuons les opérations à travers les opérateurs. Donc, c'est comme je vous avais expliqué là-bas avec l'analogie de la cuisine. Si vous commencez déjà à mélanger les choses, les ingrédients, les variables, tout comme ça, avec les structures de données et vous effectuez déjà des opérations. Mais on utilise ces opérateurs-là pour effectuer des opérations. Nous allons voir ça avec les exemples, comme ça marche. Eh bien, là, on parle des structures structure de données. Structure de données, en fait, nous avons les données, nous avons les informations. Il faudrait les arranger, en fait. Pour les arranger, il y a beaucoup de structures de données qui peuvent nous aider à structurer, comme le mot le dit, hein, les informations que nous avons, qui sont les données. C'est plus simple que ça. Comme je vous ai dit, il faut avoir cette compréhension souple pour bien comprendre le langage de programmation. Il ne faut pas vous traîner sur le langage. Alors, une liste, c'est quoi? En fait, une liste, en fait, sont des collections. Les listes sont des collections des données, sont des collections ordonnées et modifiables. C'est-à-dire, il y a il y a de l'ordre dans la liste. Quand on dit c'est ordonné, cette variable liste-là, nous avons de l'ordre. Alors, comment est-ce qu'on déclare une liste? Je vous donne un exemple. Ma liste. Ma liste, on déclare une liste seulement comme ça, avec des crochets. Là, c'est une liste vide que je viens de déclarer. Mais si je veux, par exemple, ajouter les éléments dans cette liste, je fais ma liste. Je fais ma liste, je fais insert. Insert, c'est juste le mot anglais. Vous voyez? Donc, qui veut dire ajouter. Alors, comme c'est ordonné, tu peux aussi préciser l'index parce que
on récupère les éléments dans la liste via aussi les index parce que c'est ordonné. Donc, chaque élément de la liste est indexé. Il a un index qui les représente en fait. Là, par exemple, j'ai dit, bon, ça va, tu vas insérer ça au débit. Parce que l'index 0 en Python, l'index commence généralement à 0. Et quand je fais ça veut dire que j'ai indexé, j'ai ajouté dans ma liste un élément. On peut voir ça. Par exemple, si je tape comme ça, ma liste, vous pouvez voir avec, désolé, là vous avez, je viens d'ajouter 5. Là, ça représente la position. L'index, en fait, c'est la position. Il est la première, donc premier élément, c'est 5. Vous voyez? Alors, vous pouvez aussi utiliser une fonction qu'on appelle append, qui veut dire justement ajouter. C'est-à-dire, nous avons déjà une liste, mais nous voulons ajouter quelque chose. Là, par exemple, je vais ajouter une autre valeur dans la liste. Append, ça veut dire j'ajoute 40, append 40. Et si je veux voir, vous avez là ma liste. Si je fais ça, désolé, j'ai fait ça, ça fait 5 et 40 parce que j'ai ajouté avec la fonction append. Et c'est comme ça, vous avez compris la logique. Quand vous faites seulement point, je fais pas une tabulation comme ça. J'ai beaucoup de méthodes que je peux facilement utiliser avec la liste. Ça veut dire que vous pouvez remove, c'est-à-dire enlever, supprimer. Vous pouvez extend, ça veut dire extend votre liste. Toutes les opérations que vous pouvez faire avec la liste, toutes les méthodes que vous pouvez faire avec la liste sont là. C'est facile. C'est juste point, nom de la méthode, et puis vous effectuez l'opération. C'est vraiment simple. Python utilise les mots comme les mots qu'il faut de manière compréhensible, et puis voilà, il y a pas de souci pour ça. Par exemple, si j'utilise, je vais utiliser quoi, par exemple, remove. Remove qui veut dire justement effacer, non? Supposons on veut remove quoi, par exemple, 40. On l'avait ajouté, je vais les supprimer. Alors, si j'affiche la liste, pouf, vous voyez, il n'y a plus 40. Mais si on en avait, si je réexécute ici, vous allez voir, il y a 40 ici, ma liste. Il y a 40 là. Mais si j'exécute là, ici, il n'y a plus 40. J'ai supprimé. Et c'est comme ça que ça marche. C'est vraiment sympa, c'est cool. Alors, on va gagner le temps pour voir aussi d'autres structures. Je vous ai expliqué la logique. Vous pouvez aussi essayer avec d'autres méthodes. Juste faites point, le nom de la méthode, et puis vous appliquez par la suite. Alors, le type fait partie aussi des structures de données. À la différence, c'est un peu comme les listes, mais à la différence ici, les types ne sont pas modifiables. On ne peut pas modifier. Si tu les crées, tu ne peux pas ajouter un élément. Tu ne peux pas ajouter un élément si tu les crées. Alors, par exemple, essayons de créer mon type. Je vais créer ici mon type. Et là, maintenant, à la différence ici, ce sont des parenthèses. Si ce sont des parenthèses, si je mets par exemple 1, 2, 3, comme ça, j'ai créé mon type. Là, vous avez par exemple mon type là. Si je fais ceci, mon type, je peux faire aussi append. C'est la même chose. Mais simplement ici, tu ne peux pas par la suite non attribute append. Vous voyez? Donc, tu peux pas pouvoir ajouter des choses. Donc, c'est vraiment, quand tu les crées, tu ne peux pas les modifier. Par exemple, essayons de faire ceci. Euh, on va faire quoi? On va pouvoir les convertir hein, en liste. Mais là, si je fais maintenant append avec 4, par exemple, euh, là, OK. Multiple, il est d'abord là. Non, il faut qu'on les crée d'abord comme ça. Et puis, voilà. OK. Super. Donc, c'est un peu ça. On va
pouvoir vérifier quand même. On peut quand même aussi vérifier hein, les éléments qui existent dans les types. Quand vous faites print, vous pouvez dire, par exemple, est-ce que D est présent? Disons, par exemple, est-ce que D est-il présent dans notre type? Alors, pour vérifier quelque chose, que ce soit dans la liste, je ne vous ai pas montré de la liste, mais on en profite ici, que ce soit dans la liste ou bien en Python, c'est juste avec ça in pour pouvoir vérifier, par exemple, que quelque chose. J'ai dit, bon, D, est-ce que D in est dans mon type? Par exemple, ça. On va essayer de voir ça. Faisons ceci. Voilà, true. Parce que là, donc, je suis en train de vérifier quelque chose, donc ça me renvoie une valeur booléenne, en fait, une valeur alternative. Là, parce que D existe, c'est pourquoi il renvoie true. Mais si je mets par exemple 4 ici, là, il renvoie false. Mais j'aimerais rapidement vous montrer ici avec la liste qu'on peut faire, on peut pouvoir indexer. Comme je vous ai dit, comme la liste est ordonnée, on peut pouvoir récupérer un élément, juste un élément de la liste. On crée rapidement une liste. Je nomme ça par exemple liste pays qui va prendre les noms de pays. Par exemple, là, il y a RDC, RDC. euh, je, je peux faire ici Sénégal comme ça. Et puis, je peux aussi ajouter Congo. Là, par exemple, nous avons une liste de pays. Mais dans cette liste-là, si on veut juste récupérer RDC, comme je vous ai dit, c'est ordonné. Ils sont indexés. Ici, il y a l'index 0, index 1 et puis index 2. Mais si je fais comme ça, le nom de la liste, je fais juste 0 là. Il me renvoie quoi? RDC. Alors, si je fais -1, c'est le sens un peu contraire, il va me renvoyer Congo là. C'est comme ça qu'on peut aussi récupérer les éléments de manière inversée. Il me récupère Congo. Là, c'est ça, c'est cette technique qu'on appelle, donc en fait, cette opération de récupérer, on appelle ça indexing. Nous sommes en train de récupérer les éléments à travers les index. Il y a aussi bon, les gens n'utilisent pas vraiment trop. On va ajouter un pays ici, Togo. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle slicing. Les slicing, en fait, je ne récupère pas seulement un élément, mais je peux prendre des éléments, par exemple. Alors, dans ces cas-là, il faut préciser les index que vous voulez. Avec deux points comme ça, j'ai dit, par exemple, donc, je veux commencer par l'index 0 au début, et puis jusqu'à 2, par exemple. Il ne va pas me renvoyer tous les éléments, il se limite ici. L'élément qui est à la fin ici est out. C'est-à-dire on ne les compte pas, mais on compte par exemple 1. Parce que le dernier élément de l'intervalle n'est pas compté. Là, on considère l'index 0 et l'index 1. Alors, je peux ne pas mettre 0, ça va toujours passer. Voilà. Et si je veux dire, bon, ça va, je commence pas par 0, mais par 1 par Sénégal, là, il va ignorer RDC, il prend seulement Sénégal. Mais je peux avancer ici avec 3 pour récupérer les dés. Ça, c'est une technique de slicing. On ne veut pas prendre juste un élément, mais on veut prendre une plage d'informations dans une liste. C'est aussi intéressant. On les utilise aussi dans certaines figures des cas. Alors, je vais rapidement avancer avec les types. Non, avec les sets, parce que les types, en fait, ça fonctionne aussi comme les listes, mais simplement là-bas, on ne peut pas modifier les choses. Alors, les sets aussi, oui, oui, c'est un peu comme les listes aussi, mais les sets, en fait, marchent, en fait, comme, les sets marchent, en fait, comme comment je vais expliquer ça? Comme l'ensemble. Voilà, en mathématiques, hein, en ensemble en mathématiques que vous connaissez là, ça fonctionne un peu comme ça, un peu pareil. Et là, vous avez aussi les accolades, c'est comme ça. Il y a des accolades. On peut donner un exemple un peu rapide. Si vous avez 7 comme ça, on peut aussi ajouter les éléments je dis ici mon 7, hein. Je peux prendre ça comme ça, faire les opérations, retenir la logique. La logique, vous mettez point, vous avez des méthodes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez là. C'est ça la logique. Avec Python, tout est simple. Là, je dis par exemple, bon, ça va, je vais ajouter ici, on peut utiliser la fonction add qui veut dire ajouter pour pouvoir ajouter un élément.
j'ajoute un élément ici, par exemple, ajoutons l'élément 3. Et puis, essayons d'afficher pour voir. On affiche là. Est-ce que vous avez compris quelque chose? J'ai ajouté 3, mais j'ai toujours la même chose ici. C'est pourquoi je vous ai dit que ça fonctionne comme un peu les ensembles avec les mathématiques. Parce que dans un ensemble, on ne peut pas avoir des éléments. C'est comme j'ai ajouté 3, ça peut pas, on peut pas avoir 3 3. Vous voyez, mais si je fais 4, je pense que j'aurai 4 ici. Voilà, j'ai 4. Donc, c'est un peu comme ça. On gagne le temps, on n'a pas assez de temps, on veut voir vraiment les basiques d'un peu de tout. Je vais pouvoir avancer. Mais sinon, avant d'avancer rapidement, je peux vous montrer aussi un autre exemple vraiment intéressant. Mettons ici, par exemple, ajoutons ici des autres 5 6 pour vous montrer que ça marche comme un ensemble. Et là, on peut par exemple utiliser une autre méthode. Là, on a l'ensemble 2 et puis là, on a l'ensemble 1. Alors, je vais faire la différence de ces deux ensembles-là. Je prends l'ensemble 1 comme ça. Je mets ici ensemble 1, dot. Il y a une fonction là qui me permet de faire la différence là. Je mets ça ici. Donc, je fais A moins B. Vous voyez? Bon, essayons d'imprimer ça. Print avec print, qu'est-ce qu'on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce que j'ai bien écrit le truc? Attendez. Ok, 3 4 on va essayer de faire ceci. Ok, exécutons d'abord comme ça. Et puis on va faire, on va essayer de update. Supprimer. Bon, on va essayer avec ça. Faisons ceci, ça. Ok. Ok. Je vous ai montré CLAD. Bon, copions d'abord. Ou bien faisons l'intersection pour voir. Non, Je sais pas. désolé, Enoch, un instant. Ouais, Juste quand tu faisais la différence entre les ensembles, si tu mets la différence entre l'ensemble 1 et 2 là, c'est-à-dire tous les éléments qui sont dans mon set 1 et qui ne sont pas dans mon set 2. effectivement. C'est pour cela que ça a retourné l'ensemble vide. Vide, effectivement. Effectivement, effectivement. Je n'ai pas prêté attention dans mes ensembles parce que j'étais en train d'ajouter les éléments comme ça. Merci Ben. Mais la différence, vous voyez, bon, c'est ça, c'est ça. Ça a donné la différence de cette. Donc, ça nous a renvoyé le vide là. Mais bon, on peut aussi voir avec l'intersection, hein. Et ça, c'est beaucoup plus sympa. On regarde l'intersection des éléments qui sont là. Là, on retrouve, vous voyez, il y a 1, 2, 5. Et puis ici, il y a 1, 2, 5. En fait, la logique, c'est ça. Je voudrais juste vous montrer que ça marche comme un ensemble avec les maths, quoi. Donc, c'est ça la logique. Vous tapez et puis vous mettez. Alors, les dictionnaires, il y a beaucoup de choses à voir, hein. Il y a beaucoup de choses. Les dictionnaires, en fait, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui savent, c'est bon, pour les développeurs, je vois, il y a beaucoup de gens qui ont les niveaux avancés ici. C'est un peu comme l'objet JSON. Le JSON, c'est beaucoup plus utilisé quand on veut peut-être interchanger les éléments entre des systèmes, généralement dans le web, tout ça, c'est le format JSON qui essaie de, de retourner, donc, que les gens s'en servent, quoi. C'est un peu comme les JSON, mais c'est aussi comme aussi les documents dans une base de données NoSQL, par exemple, pour les gens qui manipulent les NoSQL. À la différence, ici, les choses ne sont pas structurées comme les autres. Ici, les choses ne sont pas structurées. Ici, tu ne peux pas avoir une valeur sans clé. Les valeurs sont attachées à des clés. Il faut avoir une clé et une valeur. Vous voyez? Et tu peux mettre n'importe où. Là, par exemple, j'ai créé une valeur non, je mets la valeur. Je veux la valeur Alice. J'ai créé une autre valeur âge. Je mets la valeur 25. Là, nous avons un dictionnaire qui a des éléments. Un élément dans un dictionnaire est appelé item. Alors, un item a une clé et une valeur. On peut récupérer, accéder à une information à travers sa clé. Là, par exemple, j'ai créé un dictionnaire comme ça. Si je vais
je vais par exemple, faire quoi? Accéder à une valeur, à cette valeur-là, Alice. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends juste le dictionnaire comme ça, je mets comme ça, puis je vais entrer la clé là pour voir qu'est-ce qui est là. Je vais entrer la clé, non, par exemple, comme ça. Ok, ça me renvoie à Alice. C'est un peu pareil si je veux aussi voir l'âge. Mais je peux aussi changer je peux aussi modifier là. Si je mets non, je vais par exemple mettre quoi? Enoch. Voilà. Si je fais ça, j'ai non, ça devient Enoch. Donc, c'est comme ça que ça passe avec les dictionnaires. Il faut comprendre que dans un dictionnaire, vous avez les noms et vous avez, pardon, les clés et les valeurs. Les éléments sont des items. En fait, les items sont représentés comme ça. Il y a la clé et la valeur. On fait tout à travers les clés pour accéder à des valeurs, modifier, afficher, tout comme ça. Alors, vous pouvez aussi voir ce qu'on appelle les clés là. Par exemple, là, il y a des méthodes, hein. C'est la logique reste la même. Vous mettez point, tabulation, vous avez toutes les clés. Et vous avez toutes les méthodes, pardon. Et là, par exemple, si je fais, par exemple, mon dictionnaire donc kills, qui veut dire justement clé. Là, par exemple, j'ai toutes les clés de ces dictionnaires, excusez. Et si je mets, par exemple, value, j'ai toutes les valeurs de ces dictionnaires. Et c'est comme ça. La logique, elle est simple. Comprenez seulement la logique, exercez-vous, ça va aller avec Python, tout est carré. Alors, cette partie, je vais sauter parce qu'on va voir ça, la partie 2 avec NumPy, les tableaux. Il y a une librairie NumPy qui manipule mieux les tableaux avec Python. Vous allez voir ça à la séance prochaine, probablement la semaine prochaine. Allons rapidement avec les structures de données. Les structures de données, avec les structures de données, vous avez les structures de données, nous avons les structures de données conditionnelles et les structures de données itératives. Les structures de données conditionnelles, c'est quoi? D'abord, c'est quoi les structures de données et quoi les structures de contrôle, je vais dire, hein. Désolé, je ne parle pas des structures de données, je parle des structures de contrôle. Les structures de contrôle, en fait, les structures de contrôle permettent de diriger le déroulement du programme. Elles décident quoi faire et dans quel ordre. Alors là, vous avez des conditions et les itérations. Pour les conditions, en fait, ça nous permet justement d'exécuter du code uniquement si une ou plusieurs conditions sont vraies. Je vais donner un exemple rapidement. Je dis par exemple, nous avons une valeur qui est égale à 0. Une variable x est égale à 0, n'est-ce pas? Alors, cette variable-là, je dis par exemple, c'est comme ça qu'on utilise if, ce qui veut dire si. Donc, tout est sympa ici. Si cette variable, donc c'est dit si x est supérieur à 0. En même temps, regardons aussi la syntaxe, comme ça se passe. Je mets if x supérieur à 0, je mets des points, je fais enter. Attention, il ne faut pas mettre ici parce que tu auras une erreur. Tu auras une erreur. Et l'erreur là, généralement, est appelée indentation. Ça veut dire qu'il faudrait décaler pour pouvoir mettre les instructions. Ça veut dire si la condition là est satisfaisante, entrer ici à l'intérieur, exécuter l'instruction que je vais t'indiquer. Alors là, qu'est-ce que nous voulons comme instruction? Par exemple, nous voulons juste imprimer. Je fais print x est négatif comme ça. Je fais ça. Et là, si vous voulez aussi faire une condition, ajouter une condition contraire. C'est-à-dire si x n'est pas égal à 0, tout comme ça, faire une condition contraire, c'est-à-dire else, on peut faire ceci, imprimer x et bon, mettons par exemple que bon, c'est négatif. Si x est supérieur à 0, vous savez que c'est positif. Bon, mettons le sens contraire, c'est négatif. Là, on nous dit x est négatif, mais regardez bien, la condition est x est égal à 0. Mais pourquoi ça nous dit négatif? Parce qu'il y a aussi, un autre moyen, je vais vous expliquer, mais avant tout, je change d'abord ça. Si je fais 4,
Si je vais 4, vous voyez, donc là, ça nous... Attends, je vais revoir x. Ok, oh non, non, non. Ici, c'est positif. C'est pourquoi ça m'était négatif, négatif. D'accord. Là, x est positif. Mais si je mets moins 4, ça donnera x est négatif. Mais pourquoi quand je mets 0, ça nous met x est négatif? Alors, il y a une troisième condition. Pour gérer les cas là des 0, on peut ajouter ici, on dit elif. Ça veut dire sinon si. Donc, si vous passez la condition là, vous pouvez aussi aller à une autre condition. Vous voyez? Vous pouvez aussi aller à une autre condition pour dire, par exemple, bon, ça va pour les cas ici. Mettons, regardez si x est égal à 0. Là, tu peux faire maintenant l'instruction. Tu dis, par exemple, print x est nul, quoi. X est nul. Voilà, pour ces cas, je pense, il me dirait que x est nul. C'est comme ça les conditions avec Python. Et les itérations, ce sont juste, en fait, c'est juste une manière de répéter un bloc de code plusieurs fois. Ça, c'est simple. Mais il y a généralement deux types d'itérations que les gens utilisent en Python. Il y a la boucle for et il y a boucle for, il y a aussi while. Alors pour for, je vais vous donner un exemple rapide parce qu'il marche avec les structures de données. On s'en sert justement pour parcourir les structures de données comme des listes, par exemple. Là, je crée une liste rapide. Je fais par exemple une liste, je mets ici pomme, une liste de fruits, hein. Mettons une liste de fruits, je dis pomme, je dis banane, je dis banane. J'ai dit ici orange. OK, ça c'est une liste de fruits, non? Alors, sur cette liste de fruits, on dit, bon, ça va, on va parcourir ça, on va parcourir ces fruits pour voir, pour imprimer, pour voir, pour afficher, en fait. J'ai dit for fruits. Bon, ça, c'est juste un élément. Je peux mettre aussi A, élément, element, ça dépend. Vous pouvez mettre n'importe quoi là-bas. Mais ici, attention, il faut mettre la liste de fruits. Alors, vous allez mettre l'instruction à l'intérieur. Vous dites, par exemple, non, je vais afficher. Tu affiches quoi? Tu affiches les éléments. En fait, il va parcourir. Là, il va prendre, pour la première itération, ce élément va prendre la valeur pomme. Pour la deuxième itération, il prend banane. Pour la troisième itération, il prend trick. Alors, si je dis, bon, ça va, affiche élément, vous avez là, pouf, pomme, banane, élément. Et c'est comme ça que ça marche. Et vous avez rapidement euh, avec WAL. J'ai fait avec WAL, mais pour vous montrer aussi comment on peut aussi l'utiliser avec Python et avec les dictionnaires, parce que la boucle for, on l'utilise justement beaucoup plus pour parcourir les éléments, dans une structure de données que je vous ai montré là. Là, on prend par exemple les cas d'un dictionnaire aussi, hein. Rappelez-vous, nous avons, d'ailleurs, j'avais créé pour gagner du temps, je vais juste copier un dictionnaire que nous avons créé là, on a créé là, 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 là. Je vais coller ça comme ça. Si par exemple, je vais essayer de parcourir ici, maintenant ici, attention, nous avons dit dans un dictionnaire, les éléments sont des items. Alors, les items là, nous avons aussi des éléments à l'intérieur, nous avons des clés et des valeurs. Tu ne peux pas parcourir comme ça. Tu ne peux pas parcourir un dictionnaire comme une liste, non. Ici, il y a des éléments. Donc, il faut parcourir la clé et sa valeur. Vous voyez? Donc, et ça se passe comme ça. In modique. Et là, ça se passe comme ça. Si je fais ceci, non, désolé, je voudrais faire Enter pour, pour mettre l'instruction. Et là, j'ai dit quoi? Bon, ça va. Je vais essayer d'imprimer la clé. J'imprime la clé. Mais je peux aussi ajouter quelque chose genre comme des points pour faire la différence, pour bien expliciter la clé et la valeur. Et là, vous avez la clé, vous avez la valeur. Et là, ça fait quoi? Boum. On a une erreur. Ça vient d'où? Boum. Non, 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 non. Attention, je vais parcourir les items. Je vais parcourir les items. Il faut mettre comme ça, les items. Voilà, là, ça marche. Tout comme aussi, je peux aussi parcourir les clés, hein. Je vais dire, bon, ça va. Je vais juste parcourir les clés dans ces cas. Qu'est-ce qu'il faut?
Il faut faire ceci, pouf, boum, là vous dites, bon, ça va, non, 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 je vais juste parcourir les clés. Mais attention, vous avez, pour les clés, vous n'avez pas des éléments, on a juste des éléments, un peu comme dans une liste. Ouais. Donc là, il faut mettre juste un élément ici. Là, on va juste parcourir des clés. Vous avez nom et âge. Alors, vous avez compris, on ferait la même chose aussi pour des valeurs. Il suffit juste de remplacer ici value, vous aurez Alice et 25. Alors, wall, c'est quoi? Wall, wall, là, c'est juste, c'est aussi un type de boucle des itérations, des boucles. Là, elle exécute le code, en fait, tant qu'une condition est vraie. Si la condition n'est pas vraie, ça ne marche pas. Ça ne passe pas. Là, je vais dire, par exemple, bon, ça va, mettons quelque chose. J'ai dit là, on va faire compter, on va essayer de faire un élément. On dit, bon, ça va compter. Là, égal, je vais mettre ça égal à 0. Je dis, tant que cette valeur-là, compter, est inférieur à 5, par exemple, tant qu'il est inférieur à 5, fait quoi? Pardon, je vais mettre ça. Fais quoi? Imprime-nous ça. Par exemple, tu nous imprimes ça. Je vais imprimer comme ça, compteur. Bon, attention, là, c'est juste chaîne de caractères que je vais essayer d'imprimer, hein. Ce n'est pas vraiment l'élément que je vais imprimer. Les vrais éléments, c'est la variable. Là, ce n'est pas la variable, en fait, c'est juste une chaîne de caractères que je vais imprimer. Je vous ai montré c'est quoi une chaîne de caractères en haut. Et là, vous avez compteur, c'est une variable, en fait, ça que nous voulons justement ça que nous voulons imprimer à chaque fois que la condition n'est pas respectée. Vous voyez, si ça commence à 0, mais là, il est inférieur à 5. Normalement, ça va marcher ici, mais attention, il faut bien contrôler les choses. Alors, généralement, il marche avec les contrôles. Alors, il faut à chaque fois qu'il contrôle, là par exemple, le contrôle sera à 0. Avant qu'il puisse vérifier encore, on peut peut-être faire une technique qu'on appelle incrémentation. On essaie d'incrémenter la valeur juste pour voir, hein. On incrémente, ici c'était 0, mais essayons d'incrémenter à 1. Là, par exemple, quand il va passer ici, il aura 0 ici plus 1, ça deviendra 1. Il va vérifier est-ce que 1 est inférieur à 5 jusqu'à ce qu'il va s'arrêter, en fait, normalement, logiquement, dans 4 parce que 4 est inférieur à 5. Ouais, j'utilise ça, c'est strictement inférieur. Vous voyez un peu ça. Donc, si je fais ça, il me dit, bon, compteur égale 0, compteur égale 1 jusqu'à 4. Ouais. Alors, les gens qui sont avancés écrivent aussi comme ça. Au lieu d'écrire compteur, tout ça, ils peuvent justement mettre comme ça. Et puis, je pense que c'est la même chose. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on utilise ici. Il y a quelque chose qu'on utilise qu'on appelle break et continue. Comme les mots le disent, break ça veut dire casser et continue ça veut dire continuer. Alors, break, on utilise quoi? Arrête la boucle avant la fin. On fait break. Alors, on peut aussi sauter à l'itération suivante sans exécuter les restes du code. Si vous voulez bien comprendre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire ceci. Bon, ça va. Essayons avec for. For i, un élément qui est dans range. N'oubliez pas, je vous ai parlé des méthodes prédéfinies. Range, c'est aussi une méthode qui est prédéfinie en Python. Il nous renvoie en fait une liste en fait, une séquence d'éléments. Quand je dis range, je mets en paramètre 10, comme ça veut dire qu'il va me renvoyer une séquence d'éléments qui commence de 0 jusqu'à 9, là, on aura 10 éléments. Vous voyez. Alors, si je dis if, je dis for, i, dans cette séquence-là, maintenant, je mets encore une condition en intérieur justement pour voir si les éléments que tu vas parcourir là est égal. Tu trouves un élément dans cette séquence-là égal à 5, tu casses, tu bloques, tu fais break. Tu vois? Et puis, voilà, pour bien voir, il faut afficher les i. Les i, en fait, ça va faire des blocs juste là où il va trouver que, voilà, il y a un élément qui est égal à 5. Et là, il a bien parcouru, mais au niveau des 5, là, il a remarqué que l'élément, dans la séquence, il a détecté 5 et puis il a cassé le code. Si je mets 6, vous verrez 5 va apparaître ici, mais c'est au niveau des 6 qu'on va faire des breaks.
Et continue, en fait, c'est la même chose. Mais simplement ici, avec continue, non, c'est pas la même chose. Continue, ça veut dire continuer. Ouais, donc c'est un peu ça. Alors, là, je vais donner aussi un exemple. On veut aussi parcourir une séquence d'éléments, range. Voilà, ça nous produit une séquence d'éléments. Vous voyez ça comme une liste ici de 10 éléments. C'est une séquence. Alors, je dis par exemple, je dis par exemple modulo D, qui veut dire justement, je ne sais pas, il y a des mathématiciens ici, vous savez, c'est comme ça qu'on peut repérer facilement un nombre entier. C'est-à-dire que quand vous avez un nombre pair, comme ça, vous pouvez dire par exemple, s'il trouve dans la séquence un élément, les modulos de cet élément, en fait, les modulos, en fait, c'est les restes de la division entière. Je ne sais pas si les mathématiciens sont là. Moi aussi, je suis mathématicien, mais pas mathématicien. Ce sont des petites choses que nous avons appris. Le modulo, c'est les restes de la division entière. Alors, si on trouve un élément dont la division, dont les restes est égal à 0, tu peux évoluer. Continue. Alors, si tu ne trouves pas cet élément-là, hein, donc ce sont des éléments, ce sont des éléments qui sont déjà divisibles par 2. Les éléments, généralement, ça va donner des éléments pairs. C'est-à-dire qu'il va sauter ces éléments pairs-là. Vous voyez? Donc, il y a une condition ici. Donc, c'est-à-dire, si tu repères un élément pair, en fait, cette condition-là, il nous détecte seulement les éléments pairs. Si tu détectes ça, donc tu sortes la structure, en fait. Tu vois. Et là, modulo D, la division n'est pas égale à 0, mais il continue, il saute là où il trouve 2. Parce qu'il a 2, modulo D égale 0, mais il continue quand même, il saute ça. Alors, si il dit, par exemple, si on met l'instruction, on dit, bon, ça va, essayons aussi d'imprimer les i là. Là, vous allez voir ce que ça donne. Il nous imprime, au fait, dans l'instruction aussi les deux. Vous voyez. Mais si je dis, bon, ça va, je ne vais pas imprimer les valeurs paires là, les nombres pairs là, parce que la condition ici détecte le nombre pair. Tu vois, les nombres qui sont divisibles par D, parce que les modulos donnent 0, les restes de la division entière. Alors, si je ne vais pas imprimer ça, mais quand même continuer, au fait, il va continuer, mais il va ignorer les trucs pairs. Vous voyez, 1, 3, 5, 4, 7, 9. Voilà, c'est un peu ça, continue, tout ça. Alors, rapidement, les fonctions. Je ne sais pas si on va vraiment y arriver. On fait rapidement parce qu'on a commencé aussi au en retard. Les fonctions, en fait, vous voyez, comme vous avez remarqué, on a fait beaucoup de choses, mais pour ne pas chercher à répéter les choses, à répéter les choses, à répéter les choses, vous pouvez créer des blocs de code qui sont réutilisables. Donc, vous créez, en fait, un bloc de code. Je vais dire, par exemple, bon, on a assez fait, par exemple, le code qui nous permet de faire l'addition de deux nombres, tout ça. Bon, on peut juste créer une fonction addition qui peut nous aider à chaque fois qu'on veut faire une opération d'addition, on va juste faire appel à cette fonction. Il faut comprendre, quand j'explique, je mets directement aussi la syntaxe, comment ça se fait. Une fonction, on les définit avec le mot réservé def. Ça veut dire que ce que vous allez mettre par la suite, c'est une fonction. Là, par exemple, c'est une fonction addition. La fonction addition, alors dans une fonction, on a ce qu'on appelle les paramètres. Les paramètres ou bien les arguments, on dit par exemple paramètre 1 parce qu'on veut faire l'addition de deux nombres. Donc, il faut entrer des nombres dans cette fonction-là. Je paramètre 1, je paramètre 2. Alors, je mets ici à l'intérieur de la fonction, qu'est-ce qu'on veut? Nous voulons, à chaque fois, si on appelle, il nous renvoie un résultat. On peut dire, bon, ça va, les résultats, ça sert à quoi? Les résultats, je coupe seulement résultat. Il va faire, bon, tu vas prendre l'argument qu'on va entrer ici. Et puis, tu feras, en fait, la somme de ces deux arguments-là. Je fais comme ça pour gagner du temps. Tu vas faire à chaque fois la somme de ces deux arguments. Mais attention, il faut nous retourner la valeur de cette somme-là. Donc, ça veut dire on va faire return. Alors, on fait return résultat, result. Là, c'est une fonction. Nous avons juste créé un bloc de code qui va nous faire l'addition de deux nombres.
Mais pour appeler ça, comment on fait? On crée une variable où on va affecter la valeur qu'il va retourner ici. Ça sera affecté dans une variable qu'on appelle somme. Donc, pour appeler la fonction, on fait juste, il faut juste vous mettez le nom de la fonction, addition, comme ça. Je pense que c'est ça, addition ici. Je mets par exemple 5 et 3 à l'intérieur. Mais si je dis par exemple, bon, ça va, je vais afficher. Qu'est-ce qui donne, la somme là donne quoi? La somme donne 8. Pourquoi? Parce que j'ai entré 5 et 3. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il a pris 5 qui est premier paramètre, il a additionné avec 3 qui est deuxième paramètre. Et c'est comme ça qu'on peut faire avec les fonctions. Mais attention, on peut aussi créer des fonctions sans argument, hein. On va dire, bon, ça va, on va créer une fonction qu'on appelle salutation. Là, bon, tu n'as pas besoin d'argument. Mais cette fonction-là, il va juste nous imprimer dire juste, à chaque fois qu'on va l'appeler, il va juste dire salut, salut, salut tout le monde. Ou bien par exemple, salut, on dit, qu'est-ce que je vais dire ici? Bienvenue chez Congo Tech Pamoja, par exemple. Bienvenue chez Congo Tech Pamoja. Et là, vous n'avez pas besoin de mettre l'argument. Vous avez besoin juste de pouvoir appeler la fonction. La fonction s'appelle comment? Salutation. Et là, on va aussi l'appeler sans argument. Et quand je fais ça, il nous affiche ça. Salutation, bienvenue sur Congotech Pamoja. C'est une fonction sans argument. Ça existe aussi, hein, la fonction sans argument. Et vous pouvez aussi prédéfinir les arguments. Ça veut dire, vous vous dites que bon, ça va ici, il y aura un nom par défaut. Peut dire un nom par défaut, on dit Congo Tech Pamoja sera là. Et prochainement, si on veut dire, on veut juste appeler truc, hum, en fait, on veut retourner un truc avec le nom par défaut, quoi. Là, on peut dire, on peut remplacer ceci par, je vais vous expliquer ce que je vais faire ici. Je vais vous expliquer ça. Il y a une façon de pouvoir, ça, je vais vous expliquer ça par la suite, hein. Ne vous en faites pas. Regardez juste. Là, si je fais ça, il y a Congo Tech Pamoja. Mais Congo Tech Pamoja n'est pas écrit ici. C'est prédéfini en fait. On peut avoir des arguments qui sont prédéfinis, hein, des arguments qui sont prédéfinis. Donc, ou bien par exemple, on peut dire ici comme ça, Congo Tech Pamoja, pouf, il donne Congo Tech Pamoja sans pourtant entrer les noms là-bas. Alors, rapidement, vous avez les fonctions. Chez Python, il y a aussi des fonctions qui sont, comment on appelle ça? Il y a les fonctions à Python, ça fait partie aussi de, il ne fait pas, bon, en fait, les gens disent que il est aussi, il fait partie aussi du langage de programmation fonctionnelle. Juste à cause de cette fonction-là, il y a une fonction prédéfinie ici à Python qu'on appelle fonction lambda, qui fonctionne comme les fonctions en mathématiques. Et vous avez dit, bon, on a une fonction, en fait, une fonction qui agit sur un nombre, mais il nous renvoie les carrés de ces nombres. C'est pourquoi j'ai dit carré. Là, on dit, bon, les nombres, là, en fait, on va mettre les carrés de ces nombres-là. Ça veut dire, c'est comme ça qu'on définit les carrés, hein. On dit, non, non, on veut avoir les carrés de ces nombres-là. Alors, fonctionnel, le mot fonctionnel, là, ça veut dire, c'est justement dans le contexte des fonctions comme vous voyez en mathématiques. Vous avez une fonction, là par exemple, c'est une fonction carré qui prend un nombre, mais il nous retourne les carrés de ce nombre. En fait, c'est un peu ça le domaine de définition de cette. En fait, c'est un peu ça l'opération de cette fonction. Donc, si vous entrez un nombre dans cette fonction-là, il vous retourne les carrés en fait, les carrés de ce nombre-là. Là, par exemple, je vais entrer le nombre 5. Il multiplie ça par lui-même là, il donne 25. Ouais. Donc ça, c'est beaucoup plus rapide si vous voulez implémenter des fonctions comme ça. On appelle ça des fonctions lambda. C'est plus utilisé hein, dans les cas de figure. Alors, j'étais rapide, mais je vais rapidement faire avec vous les exercices ici
pour qu'on profite aussi rapidement avec tout ce que nous avons vu. Là, un exercice, on nous dit de pouvoir calculer, de définir une fonction qui calcule les IMC. IMC, en fait, c'est l'indice de masse corporelle, hein. Si vous voulez savoir si vous avez l'obésité, ou soit vous êtes maigre, ou bien vous avez l'insuffisance pondérale, vous avez les surpoids, c'est ça la formule. Alors, on va définir rapidement une fonction qui nous permet de faire ça. J'ai dit, par exemple, cette fonction-là s'appelle calcul IMC. Je mets ceci. Je vais entrer deux variables parce qu'on aura besoin du poids et la taille de la personne. Alors, la taille, je mets deux variables, deux paramètres, pardon. Ils sont aussi des variables, sont des arguments, sont aussi des variables. Alors, à l'intérieur, je vais mettre une variable qui va faire les calculs là. Là, c'est simple, non? On va juste faire poids, hein, poids, et puis on les divise par les carrés de la taille. J'ai montré là-bas comment on fait les carrés. C'est juste, faut mettre des étoiles comme ça. Les carrés du truc. Là, vous avez IMC. Alors, mais attention, on ne veut pas finir la fonction comme ça. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que si quelqu'un vient entre dans cette fonction, son poids et sa taille, que la fonction soit à mesure de lui dire s'il est, il est dans la catégorie des surpoids, l'obésité, poids normal et ainsi de suite. Alors, il faut mettre des conditions. On met if, par exemple, l'IMC, la valeur qui sera calculée ici, si cette valeur-là est inférieure, parce qu'il y a des nombres, il y a les nombres pour vérifier, il y a des indices ici pour vérifier les intervalles. Alors, si c'est inférieur à 18,5 comme ça, si c'est inférieur à 18,5 comme ça, on dit, on retourne quoi? On retourne la catégorie, bien sûr. Est-ce que la personne, il est dans quelle catégorie? Et la catégorie, là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, ça va. Comme ici, par exemple, c'est quelle catégorie? C'est insuffisance. Bon, je vais abréger pour gagner le temps. Insuffisance pondérale. Ou bien, je vais juste copier et coller ici. OK. Alors, on peut dire, bon, ça va, et si, alors dans ces cas, la valeur est LIF, la valeur n'est pas inférieure à, la valeur calculée IMC n'est pas inférieure à 18. Maintenant, ça sera les cas. Ça sera les cas où il est inférieur à quoi, par exemple, il est inférieur à quoi? À 25. Alors, pour ces cas-là, fais ceci. Pour ces cas-là, fais ceci. Tu me prends la catégorie là, mais tu changes. Ça sera poids normal maintenant. Ça sera poids normal. Et puis, on peut aussi on peut aussi créer beaucoup d'élifs. Ça ne dérange pas si vous avez beaucoup de conditions. Ça ne dérange pas. IMC. Mais attention, il y a des cas où vous pouvez aussi facilement utiliser aussi les itérations pour gérer ça. Et ici, on va utiliser on va utiliser ça, les conditions ELIF. Nous avons ici 30. On dit, bon, ça va, à ce niveau-là, c'est les surpoids. Et enfin, on va finir, la condition pour finir, on met sinon, c'est-à-dire tous les cas qui ne sont pas gérés, tu nous renvoies ceci. C'était quoi encore la catégorie? Ici c'est catégorie, hein, sinon ici c'est catégorie, sinon ça risque de ne pas bien marcher. Alors, catégorie. Alors, pour les cas, pour le reste des cas, tu nous mets l'obésité. Parce que là, déjà, pour toutes les valeurs, que ça commence à 0 ou quoi, je ne sais pas moi, mais si c'est inférieur à ça, nous sommes dans cet intervalle-là. Non, pardon, ici, nous sommes dans cet intervalle-là. Mais si ce n'est plus inférieur à ça, nous sommes dans cet intervalle-là. Nous sommes dans le poids normal. Mais si ce n'est plus inférieur à ça, nous sommes dans cet intervalle-là. C'est maintenant inférieur à 30, c'est au poids. Vous voyez? Alors, on va faire un exemple pour voir. On va utiliser la fonction. Mais non, attention, vous n'avez pas rappelé. Il faut retourner la valeur. On veut retourner quoi? On veut retourner la valeur calculée pour que la personne sache au moins c'est quoi la valeur. Et puis, on peut aussi lui retourner la catégorie.
Parce que tu ne peux pas dire à la personne directement la catégorie. Non, il faut lui donner aussi la valeur qui a été calculée pour qu'il soit à mesure de comprendre que non, avec cette valeur, j'appartiens dans cette catégorie. Ouais. Alors, on va faire appel à la fonction, mais je vais vous montrer quelque chose aussi qui est bien ici avec Python. On peut entrer les valeurs, en fait. Hein. On peut entrer les valeurs avec une fonction qui fait partie aussi des méthodes intégrées qu'on appelle input. Input, ça veut dire que non, je vais juste entrer une valeur, je vais taper hein, les valeurs à partir de mon clavier. Et cette valeur-là sera gérée dans cette variable-là, poids. Donc, cela veut dire, on peut, bon, la fonction là prend aussi un paramètre, hein, une chaîne de caractères, juste pour préciser à l'utilisateur. Je peux dire par exemple, non, l'utilisateur ici, là, il faut entrer les poids. Vous voyez? Mais attention, toutes les valeurs prédéfinies, hein, la majorité des valeurs prédéfinies qui ont des paramètres ici en Python, là, ils renvoient quelque chose. Vous voyez? Alors ici, il renvoie une valeur de type chaîne de caractères. Mais nous, on veut faire des calculs. On ne veut pas faire des calculs avec des chaînes de caractères. D'où il faut convertir ça. Vous voyez, je vous ai montré ça. De la valeur qui sera entrée là, même si c'est 1, sachez que c'est le 1 comme ça, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas un entier, c'est un caractère. Ou bien, si ça devient comme ça devient une chaîne de caractères. Donc, alors, il faut convertir ça en int pour avoir le poids comme une valeur avec quoi on peut faire des opérations arithmétiques. Alors, vous avez la taille. La taille, on va recopier la même chose parce on en aura aussi besoin. Et là, maintenant, on change. La personne peut entrer la taille ici. Alors, faisons ça. On va exécuter. On va aller là, on me dit de pouvoir entrer votre poids. Bon, je vais imaginer ici 40. Votre taille 1,50 m ou bien 1,50 m. Est-ce que la personne ici, il est comme un maigre ou bien non. Qu'est-ce que j'ai entré? Il peut pas considérer ça. J'ai fait 40, j'ai fait 50. Ok. 1 mètre. Ok. 1 mètre. 1,50 m. C'est ça, hein? Ok. Oh non, non. Il faut exécuter là. Ok, invalide int with base. Ok, 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 ok. D'accord, ici peut faire float pour voir. Ok, on peut mettre 40 et puis 1,5, 50. D'accord. Ça veut dire que, en fait, ici, en fait, la conversion ITEP, donc je vous ai montré là-bas, quand on convertit 1,5, directement, il doit convertir ça normalement à un nombre décimal, en fait. Or, c'est le float qui gère les décimales, ce ne sont pas des int. C'est pourquoi ça donne cette erreur-là. Donc, il faut mettre float ici parce que c'est ça. Alors, j'ai déjà en mémoire 40 et 1,50. Si j'ajoute une autre cellule maintenant pour appliquer maintenant la fonction print. OK. J'ai dit par exemple la fonction print, mais avant d'abord de faire print, on va récupérer d'abord ces deux variables. Nous avons IMC et puis on a IMC et puis on a 4. Bon, on dit seulement 4. Je mets comme ça, attention, je profite pour vous expliquer, il y a ce qu'on appelle aussi les affectations multiples. Tu peux affecter des valeurs hein, de manière parallèle. Comme par exemple ici, nous savons que la fonction renvoie deux éléments. Il renvoie IMC et puis il renvoie catégorie. Alors, si vous mettez seulement IMC, il y aura un problème. Ou bien peut-être il va juste récupérer ça. Mais pour récupérer les deux valeurs, il faut mettre les deux variables. IMC correspond à IMC. Et quelqu'un qui a ouvert son micro. Et puis les 4, cela va correspondre à catégorie. Alors là, je fais appel je fais calcul qui est le nom de la méthode là. OK.
Alors, maintenant, qu'est-ce que je prends maintenant ici en paramètre? Je mets poids. Souvenez-vous, le poids là, en fait, c'est les 40 que nous avons entrés là. Et, la taille, pardon, c'est les 1,5 que nous avons entrés là. Et si je fais ça, j'aurai en principe deux. J'ai j'ai mal écrit quelque chose ici, la fonction IMC 4. On dit cannot unpick. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. On peut faire ceci pour aller rapide. Donc, je pense que tu n'avais pas tourné ça. Tu n'avais pas tourné la cellule. Voilà, j'ai pas run. Ouais. Oh, merde. J'ai run encore. On peut faire ceci. Poids. Et puis on fait taille. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Là, ça, voilà. Là, ça doit marcher. Là, vous avez. Si je vais par exemple voir, hein, IMC, j'ai ça. Hein, l'IMC et ça. Ça, c'est les calculs que ça m'a donné. Normalement, si on regarde bien, déjà, normalement, la catégorie, ça sera quoi? Ça sera effectivement, c'est une valeur qui est inférieure à ça. La catégorie sera insuffisance. Donc la personne, là, si on regarde son 4, là, ça veut dire que c'est insuffisance. Vous voyez. Mais pour afficher les D rapidement, je peux dire, bon, ça va, j'affiche avec print. Je dis, par exemple, je fais ceci. Ça, c'est pourquoi je vous avais dit que c'est une manière de pouvoir utiliser. On appelle ça les F-string. C'est une manière pour afficher aussi, hein, pour faire un affichage clair, hein, des chaînes de caractères en utilisant des variables à l'intérieur. Hein. Donc, on parle des trucs un peu formatés, quoi. C'est les chaînes de caractères qui sont formatées. Il y a IMC, comme ça, des points. Tu mets comme ça pour gérer les variables, en fait. Parce que quand tu ne mets pas les accolades là, il va considérer ça comme chaîne de caractères. Mais quand tu mets les accolades comme ça, il considère ça il considère ça comme variable, ça. Mais si je mets aussi des points DF, c'est aussi une manière pour faire la convection. On va convertir parce que si vous vous souvenez, les IMC ici nous a donné une valeur avec beaucoup avec beaucoup de sets là, les IMC là. On peut récupérer seulement on peut faire une convection juste pour, en fait, on convertit ça, je récupère seulement les D trucs, les D derniers trucs, au lieu d'avoir tout ça, les D dernières valeurs après la virgule. Alors, je fais ceci, je peux mettre comme ça, hein, euh, je mets ça. Je dis 4 maintenant, je fais ceci, et puis je ferme cette chaîne de caractères pour qu'ils comprennent que c'est une chaîne de caractères, et puis je ferme ici. Là, c'est beaucoup plus clair. IMC est égal à 17,18. Vous voyez, il a converti à D près. Il m'a donné aussi l'insuffisance égale catégorie qui est l'insuffisance ici. Donc, le monsieur ici, je ne sais pas qui a 40 et IMC, il a une insuffisance pondérale. Donc, il a un problème. Un autre exercice pour finir, pour aller rapide, je vais implémenter avec vous rapidement j'implémente cette fonction de suite des Fibonacci. Suite des Fibonacci, en fait, la suite, comme la formule le dit, hein, la suite de Fibonacci, en fait, commence généralement par 0, 1. Vous avez l'exemple là. Si vous avez une suite comme ça, là, sachez que c'est une suite de Fibonacci. Vous commencez le premier élément avec 0, deuxième élément avec 1. L'élément qui va suivre, il sera la somme, en fait, des éléments précédents. Comme ici, 1 plus 0, c'est 1. Là, on fait 1 plus 1, c'est 2. 2 plus 1, c'est 3. 5 plus 3, c'est 8, et ainsi de suite. Ça limite, ça se limite à la taille de votre suite, c'est là, le n. Et la formule mathématique est là. Quand on remplace DFD, si on prend n égale 2, par exemple, FD serait égal à quoi? Serait égal à F1 plus F0. C'est-à-dire F1 plus F0. Et FD est là. F1 plus F0, ça fait 1. Alors,
Vous avez, je nomme ça fib pour ne pas aller trop loin. Je vais prendre un paramètre n élément n. Pour calculer cette suite-là, on a besoin d'initialiser des valeurs. 0 et 1, comme on a dit. Ça commence généralement par 0 et 1. Alors, je vais créer une liste qui va me prendre toutes les valeurs là parce que je vais afficher ça dans une liste. Ça sera maintenant dans une liste. Je crée une liste 0. Vous savez comment est-ce qu'on peut initialiser une liste. Je vous ai expliqué comment on crée une liste. Je peux utiliser une valeur, une itération ici avec while. Je dis tant que la valeur A là sera toujours inférieure à n, n qui sera la valeur, la taille de cette suite-là. Tant que ce sera inférieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir, il faut ajouter A dans la liste. Donc, ça veut dire que j'ajoute l'élément, en fait, l'élément qui fait ces changements-là. Je l'ajoute dans la liste. Vous voyez? Alors, attention, il faut faire ça de manière simultanée pour essayer d'avoir les updates au même moment. Sinon, la suite ne sera pas respectée. Donc, chaque fois que vous avez A va prendre la valeur de B. A, il était là. Il est à 0, il prend la valeur de B. Et puis, B change. B, il prend la valeur de A plus B maintenant. Vous voyez? Et ces valeurs-là, on va essayer de pouvoir retourner la liste pour cette liste-là, pour voir ça dans la liste-là. Voilà. Et quand je tourne ça comme ça, quand je vais essayer de faire fib, je prends un exemple de, bon, pour faire simple, 10 d'abord. Vous voyez, on a 10, ça ne peut pas aller au-delà de 10 parce que tant que le truc est inférieur à n qui est notre 10, là, ça ne peut pas, la suite, l'instruction est exécutée. C'est un peu ça. Si vous faites 13, vous voyez, la suite est là. Donc, on a ça. 1 plus 1, c'est 1 plus 1, c'est 2, 2 plus 1, c'est 3, 3 plus 5, et c'est ça. Alors, je finis ici. Je vous montre rapidement ici cet exercice-là. Là, on a la liste de pays, un exemple. Hein. Là, on dit de créer un dictionnaire associant des pays à leur capitale. Je vais d'abord rapidement créer, j'avais déjà créé, n'est-ce pas, une liste ici avec le pays, oui. J'ai créé une liste de pays. D'ailleurs, dans l'exercice, on nous a donné déjà. Oui, c'est ça, non? On nous a donné une liste ici. Je veux copier les D, liste de pays et de capitales. Je colle ça ici. On a des listes, on a liste capitale et trucs. Maintenant, on nous dit de pouvoir créer un dictionnaire, de pouvoir quoi, faire en sorte que on puisse associer, afficher les paires pays capital en parcourant les dictionnaires. Comment faire? Créer d'abord un dictionnaire vide, rapidement, un dictionnaire vide. Et puis dans ce dictionnaire-là, on va pouvoir parcourir. Vous allez vous souvenir, on parcourt les pays et les capitales, c'est-à-dire les pays ici sont considérés comme. D'abord, avant de pouvoir parcourir le dé, il faut utiliser une fonction qu'on appelle zip. La fonction zip, là, il fait quoi? Il va associer, il va nous aider à associer les pays et les capitales. Je vais d'abord zipper, hein, je vais d'abord faire zipper les dés. C'est comme le mot le dit, quoi. On va d'abord zipper les dés. Mais attention, nous voulons créer en fait un dictionnaire en fonction de ces listes-là. On va d'abord zipper, c'est-à-dire faire les associations. Chaque pays va correspondre ici à capitale. C'est ça ce qui fait zip. Hein. Il fait, si on parcourt ça, vous verrez qu'il va essayer d'associer chaque clé à une valeur. Donc la clé ici est considérée comme pays. Il va considérer pays ici comme la liste des clés. Il va considérer capitale comme liste des valeurs. Alors à chaque fois, avec les associations là, il faudrait maintenant utiliser notre dictionnaire qui a été créé là-bas. On dit, bon, ça va. Comme tu dis que les pays sont maintenant considérés comme des clés, je vous avais montré déjà comment est-ce qu'on peut modifier une valeur dans un dictionnaire. Il faut passer par la clé. Alors, nous, on fait quoi? À chaque fois qu'on va passer par la clé qui sera ici, un pays, on va ajouter la valeur qui sera une capitale.
Si vous vous souvenez, on a fait ça en haut. Donc, déjà, ce dictionnaire-là est rempli des valeurs. Je peux même afficher ça, vous allez voir. Le dictionnaire-là est rempli de trucs. Voilà, est rempli de pays et de capitales. On a Congo, Kinshasa, un truc comme Cameroun, Yaoundé, tout ça. Même Sénégal, Dakar. Alors, comment faire maintenant pour pouvoir parcourir ces dictionnaires-là? Ça, on avait déjà fait ça. Mais je vais aller rapidement maintenant. Comment créer des dictionnaires avec ça aussi? Je pense qu'on a déjà fait. Ouais, je pense que c'est bon, hein. C'est bon, c'est bon. Je parcours juste ça pour vous aider à voir clé avec valeur qui est capitale in. Ça, c'est vraiment un rappel parce qu'on a fait ça déjà en haut. Dict.item. Item, hein, ce sont, je vous ai dit déjà, les valeurs dans les éléments d'un dictionnaire sont des items. Mais les items est composé aussi de des éléments de clés valeurs. Si vous voulez parcourir les valeurs et les clés et les valeurs dans un dictionnaire, il faut utiliser les items. Tu vois? Là, par exemple, j'ai dit, bon, ça va, je vais voir les pays, mais qui sera associé à, qui sera associé à quoi? À des capitales. Ouais, j'ai dit, par exemple, pays. Pays, c'est quoi? C'est clé. Et puis, j'ai dit clé, il faut faire aussi comme ça. Je fais ceci, je peux mettre ça pour indiquer juste la capitale, hein. Je peux indiquer juste la capitale comme ça. Et puis, la capitale, c'est quoi? C'est la valeur. C'est la valeur. En principe, ça va me donner quelque chose, voilà. Vous avez là pays, RDC. OK, 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 OK. Euh, c'est bon. Merci pour votre attention pour ces webinaires. Je pense que, attendez, on va pouvoir finir avec ça. Il faut changer les dictionnaires ici pour qu'ils ne retournent pas les bêtises. Là, je sais que je suis en train de voir. Hmm. OK. Hmm. OK, dictionnaire là. Dictionnaire là et là. OK. Donc, sur capital, on fait ceci. On va essayer de mettre ça comme ça. Dic capital, ça, pays. Avec ça. OK. Ok, en tout cas, l'exercice, nous avons pour cette séance, nous allons finir par là, comme nous avons vu, que nous pouvons pouvoir créer les listes comme nous l'avons fait ici. Vous avez la capitale, pays, liste, tout, pays. Et puis, vous pouvez parcourir, hein. Vous pouvez d'abord ajouter les éléments dans un dictionnaire comme ça. Et puis, ces dictionnaires-là, vous pouvez aussi l'utiliser, hein, comme ici, hein, comme je vous ai montré là. Vous pouvez l'utiliser, voir les dictionnaires. Et là, vous avez RDC, quoi, Kinshasa, tout ça. Et puis, vous pouvez aussi parcourir ces dictionnaires-là, comme ça, avec les différentes euh, valeurs des items. Et là, si on veut parcourir les valeurs, ici, on va essayer de voir les values. OK. Value. OK, ça donne quoi ici? Value, oubliez, accent ici.
Pourquoi ces dictionnaires-là donnent d'autres valeurs? Il y avait un truc que j'avais programmé en haut qui ne donne pas ça. Dictionnaire non défini, j'ajoute ici, j'ai fait ça. J'ai créé ça là-bas comme ça. D'accord. Bon. Ok, ça. Bon, voilà. On gagne le temps. Je crois sûrement, c'est ça. Il garde beaucoup de trucs en mémoire. Pour gagner le temps, on peut se limiter ici. Nous avons déjà, c'est ça l'objectif de cet exercice, pouvoir créer un dictionnaire à partir de cette fonction-là qui nous crée un dictionnaire. On crée un dictionnaire vide, on les remplit à partir des listes des clés valeurs et puis on les parcourt ici tout en ajoutant à chaque clé de la variable à chaque clé à chaque pays qui est considéré comme clé, sa valeur qui est considérée comme capitale. Et puis ici, nous avons Congo, Kinshasa, Congo, Brazza. Voilà. OK. Merci, merci pour l'attention pour ce webinaire. C'est vrai qu'on a quand même pris le temps, mais parce qu'on a commencé en retard, on avait beaucoup de choses à parler. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Enoch, pour cette présentation. Une très bonne présentation. Bon, nous sommes dans la partie questions-réponses. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez poser et puis Monsieur Enoch va nous répondre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur Dolan. Merci beaucoup pour cette belle démonstration de la part de Enoch Mankabou, si je ne me trompe pas. Mankumbu, oui, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Vraiment, vous avez fait une très belle présentation avec des démonstrations avec le code Python. En fait, j'ai raté un peu la fin parce que j'étais parti à la prière. Donc, je demandais si est-ce que le notebook sera partagé. Oui, effectivement, le notebook sera partagé, mais ça sera partagé au niveau de notre plateforme. Oui, effectivement. Donc, si vous êtes membre de la plateforme, il faut aller, nous allons partager, on a un groupe qu'on appelle Coding. Nous allons partager le notebook dans ce groupe-là, Coding. OK. Mais si vous n'avez pas de compte, vous pouvez aussi créer le compte. En fait, j'avais créé un compte, je pense. Oui, j'avais créé un compte. Il y a une erreur que les gens commettent. Si vous créez le compte, vous ne pouvez pas profiter vraiment de notre réseau social si vous n'êtes pas adhéré dans un groupe. Donc, si vous créez un compte, il faut aller dans le menu groupe, choisissez le groupe, adhérez-vous d'abord au groupe général parce que c'est là où nous mettons toutes les informations générales. Et puis, choisissez un groupe qui vous correspond selon votre profil. Il y a beaucoup de groupes de coding et de groupes de machine learning, des groupes de computer vision, tout ce qui est autour de l'IA, nous essayons de là-bas. OK, merci beaucoup. Mais ça, ce sera dans le groupe coding. OK, merci beaucoup. Donc, je vais intégrer ce groupe-là. D'accord, super. Vraiment, merci beaucoup. C'est excellent, vraiment. Merci beaucoup. Super. Okay. Merci, Monsieur Dolan. Autre question? So, even dans le chat. Apparemment, ma caméra aussi a été fermée. Je ne sais pas si les gens peuvent me voir là. Ouais, on peut te voir, oui, merci. Ah, d'accord. Je pense que s'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter là. Donc, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que ça a été clair ou bien les gens n'ont pas pu comprendre. Il y a des cas. Est-ce que, bon, moi, je voulais, avant de bloquer, avant de clôturer, s'il vous plaît, si les gens peuvent quand même réagir dans les chats, si ils ont au moins capté quelque chose, ça serait quand même intéressant. Je vais quand même avoir ces retours-là. Ça me fera du bien pour qu'on comprenne si les gens ont suivi quand même. Vous mettez dans le chat, les gens qui... Dans le chat, je vais voir.
Merci beaucoup. Oui, c'était très clair et c'était un très bon refresh. iPhone, il n'a pas mis le nom c'est iPhone. Merci iPhone. On va faire plus dans les groupes hein, chez Congo Tech Pamoja. Inscrivez-vous, venez adhérer le groupe coding, adhérer le groupe général, adhérer Congo Tech Pamoja, qui est vraiment une communauté 100% IA, un réseau social. Hein, vous aurez le temps de chatter aussi comme sur Facebook, tout comme ça. On va essayer de révolutionner Bon, les je crois que ça a été clair, Merci. Enoch. Donc, Tout était limpide. Ok, merci. Merci. il n'y a pas de questions pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Enoch, cofondateur de Congo Tech Pamoja. Comment intégrer le groupe et il y a un lien. OK. Une question dans le chat. Pour intégrer le groupe, je vais rapidement faire quelque chose ici, si Arnaud me le permet. Bien sûr. Vous allez, Arnaud, je ne sais pas si vous voyez mon truc, vous voyez le truc, Oui, on va, oui. mon écran. L'écran. Alors, si vous allez vous taper Congo Tech Pamoja, vous allez ici. Pour intégrer les groupes, c'est facile. Si vous êtes nouveau, oh, désolé, est-ce que vous voyez mon écran là? Je sais pas, qu'est-ce que je vois. Ok, si vous êtes Ouais. nouveau, vous allez ici, inscrivez-vous ici. Et vous allez ici, à côté à droite, s'inscrire, vous mettez vos informations, vous vous inscrivez. Vous allez voir tout le procédé au niveau des mails. Il faut être actif avec les mails parce qu'ici, nous fonctionnons plus avec les mails. Ou si par exemple ça apparaît rapide, vous descendez ici, vous allez trouver presque toutes les activités que nous organisons ici. Et là, par exemple, vous allez ici, comment utiliser les réseaux, tout est là. Comment s'inscrire, vous cliquez, vous entrez, vous avez toutes les démarches pour intégrer les groupes. Et vous avez même une vidéo qui vous explique pas à pas comment créer un groupe. Donc, c'est à vous de voir, c'est vraiment simple. Allez seulement à l'accueil, tapez ici, là, comment s'inscrire. J'ai vu ça quelque part là. Comment s'inscrire communautaire pour moi. Cliquez. Puis aimez aussi si vous voulez. Hein, vous pouvez aussi aimer là. Et voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, monsieur Enoch. OK, parfait. OK, c'est bon. Alors, merci beaucoup à tous. Donc, nous mettons fin à ce webinaire d'aujourd'hui. Et bon week-end, bonne soirée à vous tous. Merci. Merci.